Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans ce journal dont voici les grandes articulations. Nouvelle éclatante pour la Guinée à Addis Abeba. Bientôt un nouveau siège diplomatique et une résidence flambant neuve s'élèveront au cœur de la capitale éthiopienne. Un engagement fort du général Mamadi Doumbouya envers la diaspora. Le ministère des Personnes vulnérables, en partenariat avec l'UNICEF et le Fonds de développement social, dynamise l'amélioration des conditions de vie des démunis. Formation intense pour les assistants sociaux sur le ciblage et le registre social unifié. Les Amazones de Guinée à la conquête de Moscou, les talentueuses musiciennes sont prêtes à faire vibrer les cœurs avec leur incroyable performance. Après des répétitions intenses, elles sont plus que jamais prêtes à briller. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition. Les rideaux sont tombés ce samedi sur les travaux de programmation pluriannuelle 2025-2027. Au terme de plusieurs jours d'intenses travaux, les conseillers nationaux ont enfin adopté ce document de 28 pages. Mais bien avant, de nombreuses recommandations ont été faites par le CNT à l'attention du gouvernement. Robert Séditon. Malgré les grandes pluies diluviennes enregistrées la journée de ce samedi à Conakry et environnant, les honorables conseillers ont rehaussé de leur présence à cette plénière. Une plénière marquée tout d'abord par ces prières et bénédictions à l'intention de toutes les victimes des inondations causées par la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale ce matin. Par la suite, le fruit de plusieurs jours d'intenses travaux sur le document de programmation budgétaire pluriannuel 2025-2027 a été présenté à l'opinion. Ce document de 28 pages, adopté par la majorité des conseillers nationaux présents, fixe les grandes lignes de la politique budgétaire pour les 3 prochaines années. Prendre les dispositions nécessaires pour favoriser l'autosuffisance dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Prendre les dispositions pour l'appurement de la dette intérieure. Impliquer le patronat et les chambres consulaires dans la définition des politiques d'élargissement de l'assiette fiscale. Poursuivre la viabilisation des zones industrielles. Envisager la construction des routes à péage. Renforcer et accélérer la construction des infrastructures routières dans les zones à fort potentiel agricole. Dans le cadre de l'explication de vote, les 8 commissions permanentes du CNT se sont relayées pour se prononcer sur l'état des lieux de leurs préoccupations. Dans cet exercice, la problématique de la clé de répartition du budget national par secteur, les projets de développement à la base et la prise en compte des questions de réconciliation nationale, pour ne citer que celles-là, ont fait l'objet de recommandations. Nous sommes heureux de constater que ce document cadre parfaitement avec les orientations du président Mamadi Doumbouya et de son premier ministre, M. Baouz. Nous allons mobiliser plus de ressources et dépenser plus efficacement vers les secteurs prioritaires que sont les infrastructures, le secteur social et puis tout ce qui est lié à l'investissement dans le capital humain. Au niveau des dépenses d'investissement, nous avions essayé de procéder à une stratification des dépenses d'investissement pour tenir compte de la représentativité de tout le pays, pour permettre à chacune des entités déconcentrées du pays d'avoir le niveau d'investissement requis pour un développement harmonieux. Dans l'ensemble, les conseillers nationaux de l'organe législatif de la transition estiment que ces documents marquent le début d'un engagement collectif qui devrait permettre de contrôler tous les paramètres qui entrent dans le contrôle de l'action gouvernementale. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec son bureau de stratégie et de développement et l'Université de l'Abbé, a lancé un atelier de formation. Ce programme financé par l'Agence française de développement entend former 70 enseignants-chercheurs à l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Sona Sagno et Sarah Fedin Diallo.
Après avoir doté les institutions supérieures d'infrastructures de qualité, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation mise sur la formation des enseignants-chercheurs. À l'AB, la formation se tient avec un financement de l'AFD dans le cadre du programme FCE BAS. Nous avons commencé par le Microsoft 365 qui doit permettre désormais aux enseignants de dispenser leurs cours, d'échanger, de faire un travail collaboratif, même s'ils ne sont pas sur place. Les composantes du Microsoft 365, notamment OneDrive que nous connaissons, Outlook, ainsi de suite. Ces 70 enseignants seront formés sur Microsoft 365 qui va leur permettre d'effectuer des recherches, d'enseigner et d'évaluer les étudiants à distance et en ligne. Je pense qu'à partir de là, tous les enseignants de l'Université de la Baie seront capables d'utiliser cet outil, de planifier les cours en ligne, de faire des évaluations en ligne, comme ça se fait déjà ailleurs. Il nous permettra réellement de faire beaucoup de choses dans le domaine administratif et aussi dans le domaine de la planification, dans le domaine de la gestion de nos coûts. C'est une formation à 3 échelles, bien sûr. Pour la première fois, ce sera avec 70 personnes et la seconde fois, ce sera avec 50 personnes et la troisième séance, ce sera avec 30 personnes pour fixer essentiellement la crème et pour fixer les pratiques de classe qui peuvent nous amener à perfectionner nos ressources humaines. Ce genre de formation en continu va améliorer la qualité des cours donnés en valorisant les diplômes dans les différentes institutions supérieures à l'image des autres pays. La Guinée est sur le point d'inaugurer un nouveau siège à Addis Abeba, en Éthiopie, au cœur de la capitale. Une chancellerie et une résidence seront bâties par une entreprise locale, symbolisant notre présence dynamique à l'étranger. Le gouvernement guinéen finance ce projet ambitieux, démontrant son engagement ferme envers la diaspora. C'est une étape importante pour rehausser l'image de notre pays à l'international. Ce projet incarne la volonté du président de la République pour de renforcer les relations avec l'Éthiopie et le reste du monde. Une nouvelle ère s'annonce pour la Guinée, fière de son rayonnement. Makemendozo. La Guinée renforce son image en Éthiopie. Après plusieurs années de promesses et de démarches des gouvernements successifs sans succès, le président de la République, général Mamadi Doumbouya, transforme le rêve de construction d'une ambassade dans ce pays en réalité. Désormais, le projet voit jour avec un fort engagement des deux États. Cette fois-ci, l'entreprise en charge d'exécuter ce projet se met aux côtés des autorités de Conakry et d'Addis Abeba pour faire une mise au point sur le démarrage des travaux. Sur un site de 2000 m² en plein cœur de la ville d'Addis Abeba seront bâtis une chancellerie et la résidence pour un délai contractuel de 26 mois. Un autre acte pragmatique du président de la République, général Mamadi Doumbouya, pour traduire son attachement et sa volonté à améliorer les conditions d'existence de la diaspora guinéenne. Depuis 2015, le train qui abritera l'ambassade de Guinée en Éthiopie a été gracieusement offert à la République de Guinée par la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Depuis cette date, les démarches administratives pour l'acquisition des permis et d'autres documents administratifs ont été engagés auprès des autorités du pays qui n'a été obtenu qu'en octobre 2023. C'est en dépit de tout ce qui précède et par la volonté politique du gouvernement des deux pays, on assiste aujourd'hui au lancement officiel des travaux. Ce gigantesque chantier sera exécuté par une entreprise locale. Cela matérialise l'idée de refondation prônée par le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, depuis le 5 septembre 2021. Et l'entreprise en charge des travaux mesure les attentes des autorités guinéennes. Avec l'accompagnement des autorités, nous nous engageons à respecter les délais prévus. Nous avons exécuté un peu de travaux un peu partout dans le monde. Donc avec cette expertise, nous mettons ça en œuvre et nous sommes accompagnés de plusieurs équipes comme un champion local qui nous aide dans tout ce qui est la documentation, le respect des normes, et aussi la compagnie DINA qui nous aide dans le côté technique. Et nous, avec notre expertise et l'expérience qu'on a acquis à travers les années, mettre ça au profit du projet pour pouvoir respecter les délais. Après ce lancement officiel,
tous les engagements sont pris et nous allons les respecter et que le projet soit exécuté conformément au plan d'exécution. Le permis de démarrage de ce projet est acquis auprès des autorités éthiopiennes. Du côté de la Guinée, le gouvernement s'engage pour le financement. Avant le lancement des travaux, la diplomatie guinéenne à Addis Abeba a organisé une cérémonie de lecture de Saint-Coran pour confier les acteurs du projet et le président de la République à Dieu et aussi pour la paix en Guinée. Les travaux de restitution et de validation des livrables du projet Rudines se sont clôturés sur une note de satisfaction unanime de l'autorité nationale désignée et de l'ANAFIC. Cette réussite marque un pas de géant vers l'accréditation de l'unité de gestion des fonds au Fonds vert pour le climat. Compte rendu, Mohamed Lamine Camara. 3 jours de débat, de propositions d'idées et de suggestions sur le contenu du document présenté par les consultants ont permis à ces acteurs de valider à l'unanimité les livrables du projet Rudines. À travers cette rencontre de Conakry, le gap semble comblé pour l'unité de gestion de se positionner pour l'obtention de l'accréditation au Fonds vert pour le climat. Dans le cadre de ce processus, nous avons bénéficié d'un fonds de préparation Rudines qui nous a permis de conduire des actions à travers des études, des ateliers, des voyages d'études. Et c'est au thème de ce processus que les consultants ont produit des documents. Et c'est ce qui a valu l'organisation de cet atelier de 3 jours qui a permis aux participants de valider ces documents. Ce processus d'accréditation permettra à coup sûr à la Guinée de bénéficier des ressources importantes, des ressources qui varient entre 50 millions et 250 millions de dollars. Des montants qui vont être utilisés dans le financement des projets liés à la sauvegarde de l'environnement et la lutte contre les gaz à effet de serre. Et le cas de l'ANAFIC, il y a eu beaucoup de rubriques, il y a eu beaucoup d'activités qui étaient dans la Rudines et ces activités-là, il n'y avait qu'à avoir l'ensemble des livrables pour qu'on ait l'accréditation. À partir de maintenant, je vous dis que c'est un dernier livrable. À partir de maintenant, nous pouvons espérer que l'ANAFIC sera accréditée. La synergie d'action entre l'autorité nationale désignée et l'ANAFIC semble répondre à ces attentes. À travers cette volonté politique, l'Agence nationale de financement des collectivités locales est désormais dans la logique d'être la première institution accréditée. Et puis, une mission du ministère de l'Environnement et du Développement durable est invoquée pour une campagne de sensibilisation sur le guide méthodologique général pour la réalisation des audits environnementaux et sociaux. L'objectif était de présenter ce document aux acteurs miniers et aux communautés locales afin de les encourager à respecter les normes environnementales et sociales. Cette initiative vise à protéger le couvert végétal. RTG Bouquet, Younoussa Kamara, Mohamed Mara, Bintou Touré. Le ministère en charge de l'environnement et du développement durable lance une croisade contre la dégradation poussée de l'environnement sur l'ensemble du territoire national. Pour évaluer les impacts réels des entreprises en opération sur les différentes composantes de l'environnement, un guide vient d'être élaboré par ce département. Il est intitulé « Guide méthodologique général de réalisation des audits environnementaux et sociaux ». Le guide méthodologique que nous allons découvrir aujourd'hui est un outil essentiel pour guider les sociétés minières dans les démarches d'audit environnemental et social. Il permettra non seulement de mesurer l'impact des activités minières, mais aussi d'identifier les actions correctives nécessaires pour atténuer les effets négatifs sur nos écosystèmes et nos communautés. Après la présentation de ces guides, tout le monde s'est retrouvé dedans. On a compris que c'était un manque à gagner, parce que la Guinée n'avait pas ce document et que le fait de l'avoir maintenant, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le présent guide est le fruit de nombreuses consultations des parties prenantes des secteurs prioritaires de développement du pays. Il prend en compte tous les aspects socio-économiques de la Guinée. L'environnement est menacé. Les intempéries sont là. Et beaucoup de partenaires dans ce cadre. Vulgariser ce document, sensibiliser la communauté, la population, les autorités à tous les niveaux, et informer tout le monde sur
déjà fait et qui va commencer à partir de maintenant. Ce document est un outil qui pourrait aider les entreprises concernées et leurs consultants à réaliser des audits environnementaux et sociaux en conformité avec le Code de l'environnement. Face aux menaces de l'action anthropique, la protection de la réserve et de biosphère, deuxièmement, devient une priorité absolue pour le ministère de l'Environnement. Cette année, le département initie une campagne ambitieuse de reboisement avec plus de 2000 plants dans 6 villages riverains. Les opérations pilotées par le Centre forestier de Zérékoré et le site deuxièmement se déroulent en collaboration avec Fauna and Flora International, une action déterminante pour préserver et restaurer cette précieuse réserve. Mamadou Saloubaya. Le district de Beau, dans la sous-préfecture de Sérédou, reçoit ses premiers plans au compte de la campagne de reboisement 2024. 13 espèces de plants menacées de nos jours seront revitalisées dans ce district grâce au centre forestier de Zérékoré à travers le site de Ziama. Les changements climatiques, la déforestation et les pressions humaines mettent en danger certaines de nos espèces végétales les plus précieuses. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir aujourd'hui pour inverser ces tendances et restaurer l'équilibre fragile de notre écosystème. Cette fondation a bien voulu financer ces activités dans le cadre de restaurer les zones dégradées à l'intérieur et à l'extérieur de la réserve. Cette campagne s'inscrit dans la politique du gouvernement qui voudrait qu'il y ait une grande couverture végétale au niveau de la Guinée pour lutter contre les changements climatiques. Au-delà d'être une campagne de reboisement, ce projet ambitionne aussi la sensibilisation des communautés sur la protection des espèces végétales menacées de disparition. En plantant ces arbres, en restaurant leurs habitations naturelles et en renforçant notre sensibilisation à leur importance, nous prenons une position claire et déterminée pour garantir leur suivi. Mais cette campagne ne se limite pas simplement à planter ces arbres. Elle est un symbole de notre engagement collectif pour un avenir plus vert. Avec l'appui de Fauna et Flora International sous financement de la Fondation Franquilinia, le Centre forestier de Zérékoré, à travers le site de Ziama, compte mettre en terre 2492 plants dans 6 villages riverains de la réserve de biosphère de Ziama. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi s'implique dans l'apprentissage des jeunes en milieu rural. 50 jeunes de Ditine viennent de bénéficier d'une formation en fabrication de couveuses de volailles. Cette formation est financée par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. L'objectif est de freiner la migration irrégulière des jeunes de Ditine et de promouvoir le développement de l'agriculture. Moussa Komara. À 23 km de la commune urbaine de Dalaba, la sous-préfecture de Ditine. Avec ses passionnés de l'agriculture, il est question de leur apprendre la fabrication et l'utilisation de la couveuse des volailles. Une initiative innovante du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, déterminée à lutter contre le chômage et la migration irrégulière dans ces foyers de départ des migrants. Lorsque une cinquantaine d'apprenants seront déjà en activité ici pour la fabrication et l'utilisation des couveuses, on aura une quantité suffisante de protéines animales sur place pour pouvoir non seulement nourrir la population, mais plus important, pouvoir ravitailler et en faire un commerce. Cette plongée dans l'industrie de l'élevage offre l'opportunité à ses bénéficiaires au nombre de 50 de cerner tous les outils qui entrent dans la fabrication d'une couveuse. Il faut savoir que la couveuse, le principe de la couveuse, c'est pas très difficile, c'est assez simple. Production de chaleur et d'humidité, conservation de chaleur et d'humidité. Donc pour ça, ça nécessite une caisse. Quand on parle de caisse, ça part vraiment à partir des moyens du bord, d'un carton à la façon la plus industrielle en fait, possible. Si aujourd'hui Dieu a fait qu'on nous a montré comment fabriquer une couveuse, on ne peut que se réjouir. On a vraiment besoin de ça pour élever nos poussins. Désormais, on ne se déplacera plus pour aller ailleurs. C'est vraiment une aide précieuse pour nous. Une première à Ditine. Nous sommes très heureux et très contents. Ça augmente les revenus de nos citoyens. Ainsi, ma jeunesse est occupée, la violence cessera.
Dans les préfectures de Mamou et Bida, plus de 400 personnes sont déjà formées par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel à la fabrication et à l'utilisation de la couveuse. Dans les prochains jours, 50 personnes seront formées au centre-ville de Dalaba et 50 autres à Timbo, dans Mamou. Les initiatives foisonnent au ministère en charge des personnes vulnérables en collaboration avec la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence et l'UNICEF pour transformer les conditions de vie de cette couche. Une formation intensive a été dispensée aux assistants sociaux axée sur le ciblage et la mise à jour des données du registre social unifié. Avec la conclusion de ces sessions, le ministère a profité de l'occasion pour fournir à l'UNICEF un extrait actualisé des données du registre social unifié. Son enseignement. Le Fonds de développement social et de l'indigence sous la tutelle du ministère en charge des personnes vulnérables est dans l'optique d'exécuter sa feuille de route. Une mission qui vise à améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables en Guinée. Pour cela, l'institution met à l'école les assistants sociaux. Durant 4 jours, ces assistants sociaux se sont familiarisés avec les thématiques sur le ciblage et l'actualisation des données du registre social unifié. Cet atelier qui s'inscrit dans notre mission de protection et de promotion des droits des femmes, des enfants et des personnes vulnérables marque une étape cruciale dans notre engagement pour une société plus juste et plus équitable. Permettez-moi tout d'abord de remercier Mme Charlotte Daffé, ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, à son leadership éclairé et son engagement. Elle a su insuffler un nouveau souffle à notre action, renforçant ainsi les fondements de notre travail au service des personnes vulnérables et de la nation. Qu'il me soit aussi permis d'adresser un remerciement soutenu à son Excellence M. Amadou Ouriba, Premier ministre, chef du gouvernement, et à travers lui à son Excellence M. le Président de la République, général de brigade Modi Doumbouya, pour leur vision éclairée de la place du social dans l'agenda de la transition. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance et celle de Mme Charlotte Daffé à nos partenaires techniques et financiers, dont le soutien a été déterminant pour la réussite de cet atelier. Dans le cadre de notre nouveau programme de coopération avec la République de la Guinée, l'UNICEF a amélioré sa stratégie en adoptant l'approche holistique. Celle-ci consiste à considérer et à prendre l'enfant comme un tout. La prise en compte de ses besoins doit être satisfaite de façon intégrale et non partielle. Les appuis techniques et financiers de l'UNICEF ont permis au Fonds de développement social et de l'indigence de se doter de stratégies efficaces pour une maîtrise des modules par les participants. Au nom de l'ensemble des participants, je tiens à vous adresser nos plus sincères remerciements pour la tenue réussie de l'atelier de renforcement des capacités des assistants sociaux, le processus de ciblage et l'actualisation des données du RSU qui s'est déroulé à Conakry du 20 au 2024. Cet événement a été une véritable réussite grâce à votre professionnalisme et votre engagement sans faille. Il est à rappeler qu'au total, 40 assistants sociaux et 11 directeurs préfectoraux du Fonds de développement social et de l'indigence ont bénéficié de cette formation. Gros coup contre la vente illicite de médicaments. Près de 1000 cartons saisis à la frontière Guinée-Sierra Leone. La douane a frappé fort en interceptant près de 1000 cartons de produits pharmaceutiques à la frontière. Les 2 camions et leurs précieuses cargaisons ont été remis au parquet d'instance pour une enquête approfondie. Les chauffeurs sont placés en garde à vue alors que les autorités s'efforcent de retrouver le propriétaire. Une opération réussie dans la lutte contre le trafic de médicaments. Tcherno Younoussaba. En dépit de l'interdiction, certains individus se livrent encore à la vente illicite des produits prohibés. En témoignent ces cartons de médicaments. Ici à la frontière Guinée-Sierra Leone, la douane guinéenne a procédé à la saisie de ces produits pharmaceutiques. Les 2 véhicules et leur contenu ont été présentés récemment aux autorités de la préfecture de Fourikaria. Si l'ennemi ne baisse pas
les bras. Nous aussi, qui sommes appelés à assurer la sécurité le long des frontières, on ne doit pas baisser les bras. Ce qui est là présentement, ça témoigne vraiment que ceux qui sont dans ces sales besoins ne veulent pas cesser. Donc quant à nous maintenant, de renforcer notre vigilance pour ne pas que ces produits traversent pour rentrer chez nous. Le constat est très amer parce que l'État a pris les dispositions depuis longtemps. Tous les citoyens étaient informés de ne pas vendre les produits illicites. Ça y va dans le droit ligne de la politique du président de la République. Sur ceci, nous constatons jusqu'à présent un réticence parmi nous, c'est très grave. Plus de 850 cartons composés de diverses catégories de produits pharmaceutiques seront donc mis à la disposition du parquet du tribunal de Fourikaria en attendant l'interpellation du véritable propriétaire. Les chauffeurs, eux, sont en garde à vue pour la suite des enquêtes. Ce que vous voyez devant vous là, c'est depuis l'année dernière, on est sur ça. Et la brigade, c'est les informations et d'être sur le lieu à temps. Et quand vous avez raisonné, vous rendez compte à vos chefs hiérarchiques dans l'immédiat. Donc ce que vous voyez devant vous là, ça a été une information donnée et on a recherché, on a mis main sur ça, dans Benna Moussaya. La qualité d'un produit, c'est la conservation. Donc les produits qu'on a trouvés dans le camion, c'est des produits prohibés qui sont mouillés avec une grande salaire. La lutte contre la circulation et la consommation des produits prohibés s'accentue. La vigilance des forces de défense et de sécurité le long des frontières a permis de démanteler ce réseau qui pratique la vente illicite des produits pharmaceutiques. L'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités locales, était à Kindia. Les responsables de cet établissement public se sont réunis avec les administrateurs locaux et les agents de développement local. L'objectif était de finaliser et valider la stratégie de communication. Cet outil permettra désormais aux administrateurs de base et aux citoyens de dialoguer ensemble sur les voies et moyens pour le développement de leur localité. Le point avec Moussa Bangoura. La communication au service des collectivités de l'arrière-pays, administrateurs locaux, cadres techniciens de l'administration du territoire et agents de développement local se retrouvent à Kindia, la ville des agrumes. La rencontre vise à recueillir l'avis des uns et des autres afin de finaliser et valider une stratégie de communication pour une gestion efficace. L'idée ici, c'est que chaque citoyen soit outillé pour pouvoir lire les projets de sa collectivité locale, mais aussi qu'il puisse participer, que la commune puisse vendre son image de sa collectivité locale de la Guinée, mais aussi au niveau international. Nous pensons qu'avec la mise en place de cette stratégie de communication, la communication interne va être fluide et mieux. Ça va permettre aussi aux collectivités d'engranger de nouvelles ressources parce que ça leur permettra d'avoir toute une stratégie de mobilisation de ressources. Ce projet d'appui à la gouvernance locale consiste à renforcer les liens entre autorités locales et citoyens. La communication est très importante. Quand on communique, on resserre les liens. Quand on communique, on lutte contre la corruption. Quand on communique, il y a la transparence. Ce qui est important dans cette initiative, c'est d'abord pousser les gens à se connaître, ensuite de collaborer très bien pour faire la promotion de la bonne gouvernance. Une fois validé, ce document d'utilité publique sera expérimenté pour un premier temps dans 4 communes pilotes avant sa mise à disposition effective dans les autres municipalités du pays. Au ministère de la Jeunesse et des Sports, des initiatives se déploient pour booster l'employabilité des jeunes à Kouroussa. Un programme intensif de renforcement de capacité est lancé pour façonner un capital humain d'exception. L'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi conduit avec dynamisme le projet d'insertion socio-professionnelle qui a pour objectif de former 2000 jeunes dans divers métiers. Un effort déterminant pour propulser la jeunesse guinéenne vers de nouvelles opportunités. Djamokaba. À Amana, l'envie d'entreprendre attire de plus en plus des jeunes sans diplôme universitaire. À l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, la stratégie offensive d'attractivité fait du chemin. Les acteurs sont à Kouroussa pour dévoiler leur ambition à l'endroit des différents corps de métier. Au cœur du sujet,
les actus de l'entrepreneuriat pour être utiles à leur communauté. Depuis que j'ai appris la nouvelle vraiment m'a paru très bien et j'étais très satisfait. Les différents jeunes qui ont suivi la formation en entrepreneuriat ont su réellement leur valeur et la valeur de leur métier dans la communauté. J'attends que ces jeunes soient des vrais entrepreneurs dans leur collectivité et je souhaite qu'ils deviennent des futurs. Avec ses multiples avantages, le ministère de la Jeunesse et des Sports favorise la formation et l'insertion professionnelle de 2000 jeunes à travers le pays. Un tremplin pour valoriser le potentiel de la couche juvénile afin de lutter contre le chômage. Après ces étapes de formation, alors dans les termes de référence du projet, il est prévu que d'abord les jeunes soient formalisés. Alors quand les groupements sont formalisés, ensuite sur la question de leur outillage. Je voudrais vous rassurer de l'engagement des autorités préfectorales de Kouroussa à accompagner et soutenir ces sessions de formation du projet d'insertion ainsi que tous les projets de l'AGITIP et du ministère de la Jeunesse et des Sports. Au cœur des priorités de l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, le perfectionnement continu pour contribuer au développement personnel et à l'essor de l'économie nationale. L'autonomisation féminine en Guinée se dessine avec le lancement des activités des associations ANFAC, Genefi et Women in Africa. Le chapiteau Baye Issa a accueilli un rassemblement inspirant de femmes visionnaires prêtes à transformer leur ambition en réalité. Dirigée par Ramata Kondé, cette initiative promet de redéfinir les horizons pour les femmes. Quel impact ces programmes auront-ils sur l'émancipation des femmes guinéennes? Ramatoulaye Touré, notre reporter, relève les détails de cet événement. Ces deux associations de femmes dénommées Mfa Ansman Kondé ou ANFAC GDFI et Women in Africa for Transformation Initiative WIA lancent leurs activités à Conakry. Ces associations ont pour mission d'aider les femmes à réaliser leur potentialité afin de sortir de la pauvreté et à devenir des leaders de leur communauté. Nous avons des programmes pour le peuple de Guinée. Dans le cadre de la formation, nous avons le changement de la mentalité. Nous faisons les formations dans le cadre du leadership, les techniques de commercialisation, le numérique comme je l'ai signalé, la dernière invention du 21e siècle. Plus de 50 femmes venues de tous les horizons ont suivi avec intérêt les différentes interventions au cours des présentations sur des solutions et des exemples de femmes modèles. Aujourd'hui, j'ai eu à découvrir pas mal de choses aujourd'hui, réellement en faveur de la femme, pour la promotion de la femme. Et je pense que ça peut ouvrir les consciences des femmes pour dire que ce qu'elle a réussi à faire aujourd'hui, beaucoup d'autres peuvent le faire. Comme l'on dit, beaucoup d'interventions à l'international. Et aussi, j'ai appris qu'on peut faire à travers les résidus de poissons de l'engrais. Ces deux ONG couplées promettent un avenir meilleur aux femmes dans leurs projets de développement. À l'approche du départ de la délégation paralympique pour Paris 2024, le comité paralympique et le ministère des Sports ont animé une conférence de presse. L'objectif était de clarifier les derniers détails concernant la participation des athlètes guinéens aux Jeux. Une rencontre conçue pour éliminer les incertitudes et présenter les préparatifs en cours. Mangamori Kamara, Djibril Kamara. Après les Jeux olympiques, la Guinée se prépare encore pour un autre rendez-vous planétaire à travers les Jeux paralympiques. Le pays sera présent dans 2 disciplines avec 3 athlètes à mobilité réduite, à savoir l'athlétisme 100 mètres saut en longueur pour Yamoussa Silla, 200 et 400 mètres pour Kadiatou Bangoura et en haltérophilie Ousmane Souma dans la catégorie des moins de 105 kg. Devant la presse, Seydou Doumbouya est revenu sur l'exploit qu'a fait ses athlètes. Depuis notre arrivée, l'arrivée de notre équipe à la tête du comité national paralympique, nous avons toujours été présents aux Jeux paralympiques. Depuis 2016,
Nous avons essayé de passer la barre très haut. Nous nous sommes dit qu'il faut accepter maintenant qu'on parte avec les athlètes qualifiés sur le terrain. La première condition d'abord du développement du sport, c'est la volonté politique. Et nous l'avons. Mon premier conseil, c'est aux sportifs. Nous devons nous comparer aux autres athlètes pour progresser, mais nous devons aussi voir la réalité de notre pays. Dans la dynamique de mettre sa jeunesse en avant, le CNRD, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, prend en compte la préoccupation de toutes les couches juvéniles. Que nos athlètes ne soient pas présents à cette messe où il y a plus de 190 pays, où tous les médias vont les regarder. Si on ne peut pas les envoyer là, c'est une opportunité de branding qu'on aurait perdu. Donc, nous ferons tout notre mieux pour que nos athlètes soient présents. Cette année, 188 nations seront au rendez-vous à Paris. Les athlètes qualifiés à ces rendez-vous paralympiques sont aujourd'hui 12e et 15e sur le ranking mondial et sont toujours parmi les 3 premiers en Afrique dans leurs disciplines respectives. A préciser que les Jeux paralympiques démarrent le mercredi 28 août à Paris. Dans la commune de Matam, les efforts se poursuivent pour offrir un cadre propice à la pratique du football. La délégation spéciale de la commune est pleinement engagée dans l'évaluation des différentes infrastructures sportives. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un diagnostic qui vise à rénover et améliorer ces installations pour les mettre en bon état au bénéfice de la jeunesse de Matam. Aboubakar Diaby. La délégation spéciale de la commune de Matam poursuit ses actions pour améliorer l'accès aux infrastructures sportives. Tout dernièrement, elle vient d'entamer cette visite dans les différents stades de la commune. La démarche vise à faire le diagnostic de ces espaces de jeu afin de les mettre dans un bon état. Tout ça s'inscrit dans la vision de la refondation prônée par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Sommes les plus intéressés des problèmes de terrain de football, d'école primaire, de marché et tout ce qui s'ensuit. C'est pourquoi nous voulons prendre notre destin en main, faire en sorte que nos jeunes puissent avoir des terrains dignes du nom où ils peuvent s'entraîner. Très content de son arrivée pour visiter le terrain et surtout il y a des points noirs. Il est venu s'enquérir les réalités de l'avancement des travaux qui est enclenché par le gouvernement du CNRD et le président Mamadi Doumbouya. Cette visite de terrain a touché dans sa première étape 3 terrains de football de la commune de Matam. Le terrain de proximité de la routière de Bonfi, le stade olympique de Bonfi et le stade de Koléa. L'occasion est opportune pour lever le voile sur les difficultés rencontrées dans le but d'offrir un cadre idéal pour la pratique du sport. Franchement, on a pas mal de difficultés parce que depuis que moi je suis venu ici quand même, on essaie de faire en sorte que le stade soit dans les meilleures conditions. Parce que quand il s'agit des joueurs, c'est le stade. Le football d'aujourd'hui, terre bâtie, c'est déjà interdit. La jeunesse a besoin de ça aujourd'hui. Le stade a beaucoup fourni des talents, des professionnels qui sont passés ici. Pour ces premiers responsables de la commune de Matam, cette mission va s'intéresser à toutes les infrastructures sportives conformément aux attentes des autorités de la transition. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a pris part à la conférence des ministres de l'Artisanat des États membres du Comité de développement et de promotion de l'Artisanat. À Brazzaville, les 16 des 28 pays membres se sont réunis pour discuter, pour des discussions fructueuses. Les travaux ont abouti à l'adoption de 23 résolutions positionnant l'artisanat comme un levier stratégique pour le développement socio-économique. Moussa Moïse Silla et ses collègues africains ont également marqué le 64e anniversaire de l'indépendance du Congo avec enthousiasme. Ousmane Ba. Une mission de travail au Congo, au cours de laquelle le ministre Moussa Moïse Silla est reçu par le président Denis Sassou Nguesso le 15 août, jour de la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté nationale. En compagnie de ses pairs africains en charge de l'artisanat, Moussa Moïse Silla a réitéré l'importance de la culture et de l'artisanat
comme vecteur de paix et de rapprochement des nations. Puis, le ministre guinéen a offert des objets d'art made in Guinée au président de la République du Congo. Denis Sassou Nguesso choisi comme ambassadeur du Comité pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, CODEPA, une organisation panafricaine qui venait de tenir 72 heures plus tôt la 11e conférence des ministres en charge de l'artisanat des États membres. Les travaux ont été très riches, les échanges ont été également assez profonds et tout cela a été sanctionné par un certain nombre de résolutions portant sur l'avenir de l'organisation, l'ODEPA, qui quitte le giron du comité pour être une organisation. C'est déjà une évolution au-delà de la dénomination qui est l'expression de la volonté donc des différents ministres, donc des différents pays qui représentent, à faire donc de l'ODEPA l'organe panafricain qui portera la voix de l'artisanat africain. Une conférence des ministres qui a eu pour thème quelle approche pour une adhésion des États membres et une mobilisation des ressources pérennes pour l'organisation. Les travaux sont clôturés par l'adoption de 23 résolutions qui visent la valorisation du rôle de l'artisanat pour le développement socio-économique du continent. Nous espérons que la rencontre de Brazzaville permettra de plancher sur des questions, je dirais, qui freinent le développement réel du CODEPA. Il faudrait que notre structure soit portée à l'échelle continentale. Réellement, au-delà de sa dénomination, c'est pas normal qu'une telle structure, au regard de son importance, puisse être réduite seulement à une unité au sein de l'Union africaine. Le combat véritable devrait permettre à ce que le CODEPA puisse être une branche technique de l'Union africaine. La poursuite de la mise en place des chambres de métiers et d'artisanat dans les pays membres figure aussi parmi les résolutions. Une vision qui favorise le développement de la base au sommet. Le développement du continent africain passera par la revitalisation de son artisanat et en le faisant, nous contribuons à résoudre plusieurs problèmes à la fois. La question de la redistribution des richesses, la question de la retransmission, de la transmission du savoir-faire à la jeune génération, la question également du contenu local peut être résolue par le secteur de l'artisanat. C'est donc un secteur globalement qui constitue pour ma part une organisation, je dirais, moléculaire de la société africaine. En marge de cette conférence, le ministre Moussa Moïse Silla a signé une convention de coopération en matière d'artisanat avec le Congo. Un partenariat dynamique portant sur des échanges d'expériences et la participation à des foires et salons internationaux. Il a également participé à des panels en compagnie de ses pairs africains à l'occasion de la 2e édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, FIAC. Une rencontre au cours de laquelle le ministre guinéen en charge de l'artisanat a plaidé pour une plus grande valorisation des ressources naturelles par les artisans africains. Et pour finir, les Amazones de Guinée, premier orchestre féminin, fait sensation à Moscou. Elles sont là-bas pour représenter fièrement leur pays au Festival international de musique militaire. Ce grand événement a commencé ce vendredi sur la célèbre Place Rouge. Avant le coup d'envoi, ces talentueuses musiciennes ont mis les bouchées doubles en répétant avec passion leur objectif, offrir une performance inoubliable et pleine d'énergie sur scène. L'ambiance est électrique et l'enthousiasme à son comble alors qu'elle se prépare pour ce moment historique. C'est un honneur immense pour elle de partager la culture musicale guinéenne sur la scène internationale. Les dernières nouvelles nous parviennent de Moscou grâce à l'envoyé spécial de la presse militaire, la caporale Mapinti Keita. Pour la 16e édition du Festival de musique militaire à Moscou en Russie, l'armée guinéenne est présente à travers l'orchestre de la gendarmerie, les Amazones de Guinée. La délégation a été accueillie par l'ambassadeur de Guinée en Russie. Cette délégation, composée de 27 membres, est conduite par le directeur de l'information et des relations publiques des armées. Une invitation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre Conakry et Moscou. Nous devons améliorer les conditions pour les délégations. C'est très important que la Guinée et l'Afrique du Sud sont là
amitié entre nous. Pour la Russie, on veut inviter les orchestres, les groupes uniques et les Amazones de la Guinée. C'est une orchestre très traditionnelle, très humaine, assez croix. Nous sommes très heureuses de vous avoir ici. 9 pays prennent part à ce grand festival international de musique militaire, dont la Guinée qui est à sa première participation. Depuis leur arrivée sur le sol russe, les Amazones de Guinée ont entamé les premières séances de répétition, un avant-goût de leurs prestations durant les 10 jours de festival sur la place rouge de Kremlin. Depuis notre arrivée le 20 août à Moscou, nous bénéficions d'une attention toute particulière de la part des organisateurs du festival, mais aussi de notre représentation diplomatique à Moscou. Après notre arrivée, nous avons immédiatement commencé les séances de répétition individuelles pour chaque orchestre présent, mais aussi des séances collectives avec l'ensemble des orchestres militaires présents à Moscou. Et tout se passe bien. Le festival a démarré le 23 comme prévu dans le calendrier. Les Amazones de Guinée ont eu encore une prestation qui a émerveillé le public de Moscou et ça se poursuit jusqu'au 1er septembre. Ce festival militaire de Moscou conforte l'armée guinéenne dans ses efforts de promotion et sauvegarde du patrimoine culturel du pays. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, les structures artistiques et culturelles des forces armées guinéennes sont sorties de l'ornière, ce qui leur permet aujourd'hui de représenter la nation sur le plan africain et international. Les fortes pluies des dernières 24 heures à Conakry ont déclenché des inondations massives causant d'importants dégâts dans de nombreuses familles. Notre collègue Mamadou Adama Barry n'a pas été épargné, sa maison étant complètement inondée. Chaque saison des pluies ramène cette situation désastreuse, mettant en lumière un problème récurrent. Suivez. Nous nous sommes réveillés avec cette catastrophe, une inondation où les eaux ont pénétré dans notre concession. C'est entré dans toutes les maisons, comme vous avez eu l'occasion de le remarquer tout à l'heure. Toutes les maisons, tous nos biens ont été touchés par les eaux qui sont entrées dans tous les appartements de la concession. Et tout le problème, c'est à cause de ce mur qui est tombé, le mur qui protégeait la concession contre les eaux de ruissellement qui quittent depuis Bomboli et qui passaient à côté de notre maison, derrière notre concession, et qui continuait son chemin. Et c'est ce mur qui a lâché et finalement les eaux se sont déversées sur notre concession et pénétrées dans tous les appartements. Vous avez vu toutes les concessions, vous avez vu les biens que nous avons aujourd'hui sont complètement détruits par ces eaux qui nous ont surpris ce matin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Hommage à notre Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.